Voilà, bonjour à tous. Je vous propose de commencer tout doucement par la présentation de cet agri-webinaire. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran qui défile? Ça, c'est bon? Donc ici, on est sur l'épisode 2 qui porte sur la vaccination obligatoire pour les bovins et les ovins. Et donc, cette vaccination, elle concerne la maladie, la FCO, la maladie de la langue bleue, donc la fièvre catarrhale ovine ou la MHE, donc la maladie hémorragique épisodique. Donc, vous l'aurez remarqué en tant qu'éleveur, il y a eu des pertes assez conséquentes dans les élevages ici l'été 2024. Et la vaccination est donc le seul moyen pour se prémunir contre ces maladies et ainsi limiter les impacts. Et donc, c'est ce que François Klein va nous présenter dans cette partie. Mais avant ça, on va passer un petit peu en revue la présentation des agri-webinaires et du fonctionnement. Et donc, ce que l'on propose et qu'on a mis en place avec mes collègues des services extérieurs, donc de la direction recherche et développement, c'est de faire un webinaire sur une formule un jeudi sur deux, une formule courte d'une heure, de 13 à 14 heures. Et donc, c'est organisé un peu comme les séries télé, mais autour d'une thématique générale, donc d'une saison. Et la première saison s'intitule sur les bases de la législation wallonne agricole. Et on vous annonce d'ores et déjà que la saison 2 portera sur la santé des animaux et des végétaux. Alors, au niveau du programme, aujourd'hui, on va parler de l'obligation vaccinale. Quels sont les aspects pratiques et scientifiques qui liés à cette vaccination? Quelles sont les stratégies de mise en œuvre? Et de voir un petit peu aussi le déroulement de cette campagne de vaccination qui a commencé. Et on aura en fin de séance un moment auquel vous pourrez poser vos questions pendant 10 minutes. Alors, on vous informe que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera mise à votre disposition, soit si vous avez l'application Teams directement dans le chat. Sinon, elles sont aussi accessibles via la chaîne YouTube du SPO et RNE. Et donc, je vous enverrai un petit mail avec le lien directement de l'enregistrement. Alors, au niveau du fonctionnement de l'application, par défaut, tous les participants ont leur caméra et leur micro qui est coupé. Donc, on vous informe que vous pouvez nous communiquer via l'onglet Conversation. Et il y a un onglet spécifique questions-réponses pour y poser vos questions de manière claire auxquelles on répondra, comme je vous l'ai annoncé, en fin de séance avec François. Donc voilà, je vais laisser la parole à François Klein, qui est vétérinaire à l'AFSIA, pour vous présenter l'obligation vaccinale. Et donc, je lui laisse partager son écran. J'espère que vous m'entendez bien. Le PowerPoint est en train de se charger. Si vous pouvez me confirmer qu'il est bien apparu devant vos yeux, ce serait super. Oui, il est bien là. Voilà. Oui, on t'entend. Eh bien, comme ça, nous pouvons démarrer. Donc, merci au service public Wallonie pour cette invitation, pour pouvoir évoquer avec vous les tenants et aboutissants de cette campagne de vaccination. Fièvre catarrhale ovine exclusivement pour les ovins, fièvre catarrhale ovine et maladie hémorragique épizootique pour les bovins pour cette année 2025. Et j'ai voulu axer cette présentation tout d'abord par un rappel pour bien repréciser contre qui il est important d'axer cette campagne et pourquoi réaliser cette campagne de vaccination obligatoire dans un contexte épidémiologique, ma foi, un petit peu particulier. En effet, cette année 2025 sera certainement marquée par une recirculation de pathologies que nous connaissons, que nous avons déjà connues il y a quelques années. J'en veux pour preuve que le premier épisode de fièvre catarrhale ovine sous son sérotype 8, qui a fait parler beaucoup de lui en France durant l'année 2024, ne nous est pas inconnu au niveau du territoire belge, puisque le premier épisode de circulation de cette FCO sérotype 8 datait de 2007 et j'imagine que beaucoup d'entre vous s'en souviennent de par le tableau clinique qui avait été présenté à l'époque par les bovins et les ovins impactés, mais aussi en ce qui concerne tout l'impact sur la reproduction de ces animaux et l'observation à grande échelle de troubles de type avortement, malformation congénitale.
Nous avons connu l'année dernière, et je devrais même être plus précis en disant fin de l'année 2023, l'émergence des premiers foyers de fièvre catarrhale ovine sous son variant, cette fois sérotype 3. Sérotype 3 qui a fait parler de lui en 2023 aux Pays-Bas, qui s'est manifesté sous la forme de quelques foyers contenus en province d'Anvers à l'automne 2023, avant de connaître l'expansion territoriale que tout le monde a bien en tête durant l'année 2024. Et puis, la question de savoir ce qui se passera en 2025, eh bien, il y a forte chance que cette FCO sérotype 3 soit toujours bel et bien présente sur notre territoire, puisqu'on sait que ces virus et les vecteurs qui les véhiculent, les fameux culicoïdes, sont tout à fait capables de passer l'hiver, les conditions météo un peu moins propices à leur dissémination, eh bien, ces virus passent l'hiver dans les étables, dans les bergeries. Ils auront fait la même chose côté français pour la FCO sérotype 8 et certainement également pour la MHE. Donc, il y a fort à parier, évidemment, qu'on se retrouve dans une sorte de bain de soupe d'agents pathogènes en 2025 sur notre territoire national, des agents pathogènes contre lesquels, en particulier, je pense ici FCO sérotype 8 et MHE, eh bien, la toute grande majorité de nos animaux sont pleinement naïfs, d'où l'importance, évidemment, de procéder à cette vaccination que nous allons détailler dans quelques instants. Alors, quelques rappels qui me semblaient importants sur ces deux entités virales. Ben, vous le voyez, qu'il s'agisse de la fièvre catarrhale ovine ou de la maladie hémorragique épizootique, on parle ici de deux agents pathogènes viraux qui font partie du même genre de virus. Ça veut dire qu'ils partagent de ce fait plusieurs éléments communs. Ils ont de réelles similarités dans leur comportement et surtout dans le tableau clinique qu'ils développent, qu'ils déploient chez l'animal impacté par leur passage. En ce qui concerne la fièvre catarrhale ovine, on parle beaucoup de FCO ou BTV sous son appellation anglophone, 3, 8. Vous avez certainement déjà entendu parler de la 4 qui est présente en Corse, qui est présente en Sardaigne. On a évoqué également la présence de foyers de sérotype 12 aux Pays-Bas, fin de l'année 2024, sérotype 12 qui a l'air d'être assez contenu, confiné à certaines zones du territoire néerlandais à l'heure actuelle. En réalité, il y a 27 sérotypes qui sont connus de cette fièvre catarrhale ovine, dont les principales caractéristiques sont tout d'abord d'être une maladie vectorielle. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ce sont des vecteurs, des petits moucherons qu'on appelle culicoïdes, qui véhiculent cet agent pathogène viral. Autrement dit, s'il n'y a pas de culicoïdes, la maladie ne peut se transmettre. Le partage de l'agent pathogène d'un animal à l'autre n'est donc possible que par la seule présence du culicoïde et sa piqûre. Une fois la piqûre effectuée, eh bien, l'animal connaît une période d'incubation qui, je le rappelle, est asymptomatique, sans signe clinique, pendant grosso modo une dizaine de jours. Et ensuite, s'ensuit une période de virémie très variable, mais assez longue, jusqu'à 2 mois. Et on l'a décelé durant l'année 2024 au laboratoire, une période de détectabilité par les analyses de laboratoire qui peut aller jusqu'à 180 jours après le temps de l'infection. Ça veut dire qu'un animal reste détectable par des analyses de laboratoire sur le long cours, ce qui est évidemment un élément diagnostique particulièrement important et intéressant. On le sait, en ce qui concerne la fièvre catarrhale ovine, le potentiel pathogène est extrêmement variable en fonction du sérotype vis-à-vis duquel les animaux sont confrontés. On l'a vu en 2024 et je pense que ça ne fait absolument pas l'objet de discussion. Le sérotype 8 s'est révélé particulièrement agressif en France et le sérotype 3 dans nos régions ainsi qu'aux Pays-Bas, eh bien, lui aussi s'est manifesté par une virulence très nette et une agressivité, ma foi, très importante au niveau des troupeaux de ruminants dans lesquels il a fait parler de lui. J'insiste toujours sur un point qui me semble là aussi essentiel de mentionner, c'est qu'il n'existe pas de protection, de réaction croisée entre sérotypes. Cela veut dire deux choses. Qu'un animal qui a été vacciné contre le sérotype 3 ne dispose pas d'une barrière immunitaire pour se protéger d'une infection au sérotype 8 et vice-versa. Et il en est de même en cas d'infection naturelle. Un animal qui aurait été infecté par des culicoïdes porteurs du sérotype 3 en 2024
peut tout à fait développer la pathologie liée à l'infection par le sérotype 8. Donc ça, ce sont des éléments importants qui viennent tout de suite se positionner en termes d'argumentaire pour une protection large au travers de cette campagne de vaccination qui couvre tous les sérotypes circulants ou tous les sérotypes supposés circulant sur notre territoire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, le tableau clinique qui est associé à l'infection par la fièvre catarrhale ovine est un tableau clinique assez large. J'ai été surpris de voir, à titre personnel, cette distinction en termes de tableau clinique comparativement par rapport au FCO sérotype 8 que j'avais eu l'occasion de croiser en 2007 et les éléments sérotype 3 qui ont circulé en 2024. J'ai le souvenir d'un sérotype 8 très marqué par des gonflements de la face, de l'hypersalivation et les problématiques abortives. J'ai été marqué par le sérotype 3 sur sa grande variété de manifestations cliniques, avec bien entendu des éléments visibles au niveau de la face de type gonflement, hypersalivation, mais aussi toute une kyrielle d'autres signes comme les ulcérations à l'intérieur de la bouche, au pourtour de la cavité buccale, au niveau des trayons, mais également le nombre de cas de boiterie et de troubles oculaires qui ont été décrits au niveau des troupeaux et des animaux infectés. Ça, c'était évidemment la partie visible de l'iceberg que beaucoup d'entre vous ont rencontré ou ont entendu parler durant la période été-automne 2024. S'en est suivi, et nous en observons toujours les effets à l'heure actuelle, eh bien, un impact non négligeable de cette fièvre catarrhale ovine sérotype 3 sur les femelles en gestation, qu'il s'agisse bien entendu des vaches comme des brebis. Et l'infection transplacentaire, autrement dit l'infection du fœtus ou des fœtis pendant la gestation, a un impact extrêmement important sur la tenue de la gestation. Autrement dit, le virus est capable de provoquer un défaut d'implantation de l'embryon, voire l'avortement, l'expulsion du fœtus et des enveloppes placentaires, et dans certains cas, provoquer également des malformations congénitales, essentiellement observables au niveau du système nerveux central. On est ici donc face au tableau double, si je puis dire, de la fièvre catarrhale ovine. Si je glisse maintenant vers la maladie hémorragique épizootique, elle fait donc partie du même genre viral. Il y a ici 7 sérotypes qui sont connus. EHDV est l'expression anglophone de cette maladie hémorragique épizootique qui est particulièrement connue aux États-Unis et principalement au niveau des populations de cervidés. Chez nous, c'est le sérotype 8 qui est particulièrement décrit et observé, en tout cas sur le territoire espagnol et sur le territoire français en 2024 et pour lequel la vigilance sera de mise en 2025 en Belgique. Il partage donc, je le disais, toute une série de caractéristiques communes avec celui de la fièvre catarrhale ovine. C'est également une maladie vectorielle transmise par les mêmes culicoïdes, caractérisée par une période d'incubation asymptomatique allant jusqu'à une dizaine de jours. On le voit par contre, une virémie, donc une détectabilité par analyse de laboratoire qui est beaucoup plus courte que le virus de la FCO sérotype 3. Ici aussi, un potentiel pathogène variable selon le sérotype et pas de protection, pas de réaction croisée entre sérotypes. Heureusement pour nous, si je puis dire, seul le sérotype 8 est décrit comme circulant à l'heure actuelle en Europe occidentale. Mais je voudrais particulièrement m'arrêter sur ce point qui est l'énoncé de l'ensemble des manifestations cliniques observées en cas de maladie hémorragique épizootique, qui est une entité pathologique qui s'intéresse quasi exclusivement aux bovins parmi les ruminants domestiques, à l'inverse de la FCO qui, elle, était clairement partagée par le mouton et le bovin. Ici, avec la MHE, on est sur une entité qui est diamétralement orientée vers le bovin. Mais vous le voyez à la lecture des différents signes cliniques qui sont mentionnés ici à l'écran, qu'il y a un partage très net, une réelle similarité entre le tableau déployé en cas d'infection par la MHE et le tableau clinique déployé en cas d'infection par la FCO. Cela veut dire
que le seul œil humain, si je puis dire, la simple observation d'un animal et du tableau clinique déployé ne permet en aucun cas de faire la distinction entre une infection par un virus responsable de FCO, qu'il s'agisse du sérotype 3 ou du sérotype 8, et le virus responsable de la maladie hémorragique épizootique. Donc, à des fins diagnostiques, mais aussi à des fins de notification et de surveillance de l'expansion territoriale de ces pathologies, il est indispensable de pouvoir réaliser les prélèvements nécessaires et de poser un diagnostic en laboratoire. Seul le diagnostic en laboratoire permet de faire la distinction entre ces deux entités pathologiques. Sinon, comme je le disais, à l'œil, à l'observation du tableau clinique, c'est purement impossible. Ces pathologies, FCO, MHE, mais je vais ici, au niveau des quelques éléments chiffrés que je vais vous donner, m'attarder sur la problématique de fièvre catarrhale ovine sérotype 3, connue en 2024 sur notre territoire, a eu évidemment un impact non négligeable. Vous en avez été conscient à hauteur d'élevage, à hauteur d'exploitation, aussi à hauteur de la collectivité, à hauteur du secteur d'élevage ruminant, bovin et ovin essentiellement, même si d'autres espèces ont été à d'autres niveaux d'intensité touchés par cette fièvre catarrhale ovine, mais on le voit ici à l'écran, l'observation du taux de mortalité quotidien observé en 2024, courbe rouge, par rapport au taux de mortalité quotidien observé en 2022 et 2023, respectivement, en bleu et en vert sur vos écrans. Je pense que cela apparaît de manière très nette, très évidente, une hausse significative de la mortalité quotidienne ici représentée pour le secteur bovin sur les mois de août, septembre et encore observé en décembre 2024. Donc il est clair que l'impact direct sur l'animal vivant, qu'il soit animal en croissance ou animal adulte, mais aussi sous le couvert de l'impact reproducteur et de l'impact abortif de cette pathologie fièvre catarrhale ovine sérotype 3, s'est révélé majeur, particulièrement important, particulièrement intense, même si, et c'est peut-être un élément que nous aborderons dans la séance questions-réponses, de réelles disparités ont été observées entre régions, entre troupeaux d'une même région, sur le nombre d'individus touchés, mais aussi sur la gravité des signes observés. C'était ici la situation belge. Et demain pour 2025, mais j'ai envie de dire, et dans quelques semaines, que penser de la FCO sérotype 8? Que penser de cette maladie hémorragique épizootique qui sont aujourd'hui présentes sur le sol français? Est-ce que ces entités pathologiques constituent finalement un vrai risque d'introduction sur notre territoire? Alors, je vais reprendre pour ça la carte de l'Hexagone avec cette publication des groupements de défense sanitaire français qui ont actualisé au fur et à mesure de l'année 2024 cette carte représentant l'expansion territoriale de ces pathologies avec un code couleur qui, dans le timing qui m'est donné, va être difficile de détailler très précisément. Donc, je vais simplifier la lecture de cette carte en représentant tout d'abord le trajet qui a été celui du virus responsable de la MHE en 2024. Je le disais d'entrée de jeu, la MHE est connue au niveau de la péninsule ibérique depuis plusieurs années, de par son impact sur le secteur bovin, mais aussi au niveau des cervidés sauvages, puisque je le disais tout à l'heure, la MHE cause un impact de santé également au niveau de la population de cervidés. Cette MHE a passé la barrière naturelle que sont les Pyrénées, s'est répandue sur de vastes territoires des Pyrénées orientales et des Pyrénées occidentales, et tout au long de l'été et de l'automne 2024 s'est propagée au niveau de la façade atlantique et est venue s'écraser en période automnale au niveau du Finistère. Et elle s'est arrêtée à cet endroit-là simplement parce que la période de l'année n'était plus propice à un déploiement des culicoïdes suffisant que pour continuer à parcourir des distances importantes et se rapprocher de nos frontières. En ce qui concerne la FCO sérotype 8, elle est connue également, et j'ai envie de dire de manière endémique, cela veut dire permanente, au niveau de la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans le Massif central. Elle a quant à elle connu une expansion territoriale vers le nord, en longeant le Jura et en venant s'écraser au niveau du département de la Haute-Marne. Vous comprenez donc par là que la situation de janvier 2025 en France
nous amène à une proximité immédiate de notre territoire national qui est à quelques centaines de kilomètres de ces deux virus. Et les éléments clés pour bien comprendre cette expansion territoriale de ces virus sont, un, le flux des masses d'air. Je le disais, ce sont deux maladies vectorielles dont les culicoïdes peuvent être projetés sur des grandes distances, plusieurs kilomètres parcourus par jour en conditions de grand vent, donc dans un axe qui pourrait, bien entendu, s'orienter vers nos régions culicoïdes, transportant avec eux les virus responsables de ces deux pathologies. Et n'oublions pas que sans vaccination opérationnelle, tout animal qui est situé au nord de mes flèches, et donc sur le nord de la France, la Belgique et au-delà, est un animal naïf, un animal sensible, qui n'a jamais rencontré ces entités pathologiques et qui ne dispose donc par définition d'aucune protection immunitaire. La vaccination décidée comme obligatoire en 2025 n'a pas pour objectif de rendre la Belgique indemne de pathologies qui sont évoquées ici, elle a pour objectif de diminuer l'impact de mortalité et l'impact abortif de ces pathologies sur nos troupeaux de ruminants et dans une visée sectorielle, dans une dynamique de groupe pour en diminuer l'impact à hauteur de troupeaux, mais aussi pour l'entièreté de nos troupeaux wallons, de nos troupeaux belges. Alors justement, je parle de vaccination, bien, voyons quels sont les moyens de lutte et de prévention qui ont déjà fait l'objet d'études et qui se sont révélés ou pas efficaces vis-à-vis de ces problématiques virales. Alors je le disais, ces maladies s'étendent rapidement, d'autant plus que véhiculées par le vent, les culicoïdes peuvent parcourir de grandes distances et que nous sommes tous d'accord pour dire que les frontières nationales ne peuvent être couvertes de moustiquaires pour ralentir la propagation de ces insectes. On voit que ces insectes se plaisent dans nos régions et que les bouleversements climatiques augmentent leur période d'activité, dans le sens où les printemps peuvent être particulièrement cléments comme les arrière-saisons et offrir des conditions météorologiques en termes de température et d'humidité qui conviennent à ces insectes qui pullulent plus tôt et plus tard dans l'année et donc augmentent la période de transmission du virus. Et vis-à-vis de cela, de nombreuses études, depuis l'émergence du sérotype 8, il y a donc plus de 17 ans, ont clairement et toujours mis en évidence que c'est la vaccination de masse qui est réalisée à hauteur sectorielle qui permet, parce qu'elle crée cette barrière immunitaire, de freiner l'évolution de la maladie, de freiner l'expansion territoriale de ces pathologies. Alors, beaucoup se posent la question de savoir, mais vis-à-vis de cette problématique de maladie vectorielle, ne pourrait-on pas lutter contre les vecteurs, c'est-à-dire contre les culicoïdes? Les culicoïdes, il faut savoir, en termes d'insectes, sont des éléments qu'il est évidemment difficile de combattre, de lutter, parce qu'ils se plaisent naturellement dans le milieu ferme, dans le milieu animal. Ils y trouvent la matière organique, ils y trouvent les organismes à piquer, ils y trouvent aussi des conditions de température et d'humidité qui leur sont favorables. Je le disais, leurs périodes d'activité ont tendance à s'allonger année après année de par le fait des bouleversements climatiques observés. Ce sont des culicoïdes, des moucherons, qui ont des sites d'attaque multiples au niveau des animaux. Et je prends souvent cet exemple qui a été largement relayé dans de nombreuses études, que les culicoïdes ont toujours tendance à piquer le bas abdomen et le bas des membres, très clairement des zones du corps qui ne font que rarement l'objet de l'application de produits insecticides. Donc, on le voit, de par les éléments de biologie des culicoïdes, c'est extrêmement compliqué de lutter. Et puis, évidemment, leur phénomène de dispersion passive par l'intermédiaire des vents, active à courte distance d'animal à animal, de par leur caractère de moucherons et d'insectes volants, rend la lutte particulièrement compliquée. Donc, tout ce qui est stratégie de gestion des effluents, des litières, de zones de stockage des matières organiques, la nécessité, comme certains le prétendent, de maintenir les animaux confinés dans des bâtiments durant les périodes à risque, qui, je le rappelle, s'étendent au minimum du mois de juin au mois de septembre, avec, si possible, des ouvertures de bâtiments protégés par des dispositifs brise-vent dont le maillage est plus petit que le culicoïde lui-même,
tout ça représente des solutions qui, logistiquement parlant, semblent illusoires, dérisoires face à la problématique rencontrée. Et en ce qui concerne la désinsectisation, toutes les études s'accordent, qu'elles soient belges, néerlandaises, françaises, pour dire que c'est une mesure qui n'est logistiquement, économiquement et écologiquement absolument pas acceptable, qui n'est pas durable pour gérer à hauteur de collectivité cette problématique de nuages de culicoïdes piqueurs. Donc, finalement, nous en revenons sur le socle, qui est le socle vaccinal. Et n'oublions jamais, si un argumentaire était nécessaire en faveur de la vaccination, que ces pathogènes ne nous ont pas abandonnés. Je le disais d'entrée de jeu, ils survivent à l'hiver, d'autant plus que la notion d'hiver a fort évolué en quelques dizaines d'années. Ces pathogènes demeurent dans les étables, demeurent dans les bergeries. Nous le savons, la population d'animaux naïfs n'a fait qu'augmenter suite aux périodes de vélage et d'agnelage. C'est donc une facilité pour les culicoïdes de trouver de nouveaux animaux naïfs, de nouveaux animaux sensibles pour piquer et pour le virus se multiplier. Et n'oublions pas non plus, j'aime citer cette étude réalisée par des confrères néerlandophones en 2024, que suite au passage de l'agent infectieux dans un troupeau, ici en ce qui nous concerne la fièvre catarrhalovine sérotype 3, la séroprévalence estimée après infection naturelle, c'est-à-dire le nombre d'animaux, le pourcentage d'animaux qui ont séroconverti, qui ont produit des anticorps, n'atteignait dans cette étude que 30%. Ça veut dire que suite à un épisode d'infection naturelle, seul un animal sur 3 a produit des anticorps pour se protéger contre le virus. 2 sur 3 n'en ont pas produit. Je pense que c'est un argument suffisant que pour se dire il faut les aider à franchir le cap d'une production d'anticorps et pour cela, la vaccination est le seul outil. Alors, quels animaux et avec quel vaccin? L'obligation vaccinale est une réalité dans les deux espèces cibles que sont les espèces bovines et ovines, chez le bovin à l'exception des veaux d'engraissement, et les vaccins doivent être obligatoirement appliqués sur tous les animaux nés avant le 1er janvier 2025. Et ces animaux doivent être vaccinés pour le 1er juin 2025. Tout animal qui est né après le 1er janvier 2025, clairement, il peut être vacciné. Mais j'insiste sur le caractère de peut. Il ne tombe pas sous le couvert d'une obligation vaccinale. En ce qui concerne la reconnaissance de la vaccination, on entend par là une primo-vaccination complète. Primo-vaccination, cela veut dire que l'animal a bénéficié d'un schéma de vaccination complet. Pour le bovin, 2 doses pour le FCO3, 2 doses FCO8, 2 doses MHE. Pour l'ovin, une dose de FCO3, une dose de FCO8. Et cette vaccination doit avoir été enregistrée dans Sanitel. C'est votre vétérinaire qui commande, qui administre et qui enregistre les vaccinations dans Sanitel. Par contre, que vous soyez éleveur bovin ou ovin, si vous disposez d'un contrat de guidance, alors le vétérinaire commande et vous fournit les doses de vaccin. À vous de compléter votre registre de médicaments en indiquant clairement quand et qui a bénéficié d'une vaccination. Quels sont les vaccins aujourd'hui disponibles et reconnus? Vous les avez sur la présentation. Je ne vais pas ici les détailler. De toute façon, cette présentation sera, comme vous l'avez entendu, disponible également en replay. Donc, vous avez le listing des vaccins reconnus en BTV3, BTV8 et EHDV8, c'est-à-dire notre équivalent MHE. Et je me permets de rappeler que la MHE concerne exclusivement les bovins. Quelques modalités pratiques. Ce sont des questions qui nous reviennent souvent du terrain, que ce soit des éleveurs ou des vétérinaires, concernant l'application pratico-pratique de ces exigences vaccinales. Premièrement, tous les troupeaux sont concernés. Et là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux détenteurs d'ovins qui peuvent, dans de nombreux cas, être des détenteurs obéis d'un petit nombre d'animaux. Un petit nombre d'animaux est considéré comme un troupeau. Donc, tout le monde, toute taille de groupe, de troupe, de troupeau est concerné par cette obligation vaccinale. Et évidemment, l'obligation vaccinale est une réalité tant dans l'agriculture conventionnelle que pour ceux qui répondent au cahier des charges de l'agriculture biologique.
Deuxième question. Existe-t-il un vaccin combiné qui rassemble les 3 valences? Ce serait logistiquement simple, mais malheureusement non. Ce vaccin combiné n'existe pas. Autrement dit, ce sont bien des solutions vaccinales différentes qui doivent être appliquées sur l'animal pour répondre à l'obligation vaccinale. Il n'y a pas un vaccin qui regroupe les 3 maladies, les 3 valences. Les 3 vaccins peuvent-ils être administrés le même jour chez le bovin, les 2 vaccins, FCO3, FCO8, chez l'ovin? Oui, il n'y a pas d'incohérence immunitaire par rapport à une administration concomitante de ces vaccins. J'insiste sur le fait de ne jamais mélanger ces vaccins dans la même seringue et idéalement de travailler sur des sites d'administration différents. Doit-on changer d'aiguille d'un animal à l'autre? C'est une question qui est souvent posée. L'aiguille est souvent caractérisée dans les études scientifiques comme un culicoïde à part entière. En soi, l'aiguille peut être un véhicule de virus, mais il faut pouvoir insister sur ce point, c'est tout de même un véhicule qui peut être qualifié d'extrêmement secondaire par rapport à la piqûre d'un culicoïde. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Je préfère un troupeau correctement et complètement vacciné qu'un détenteur qui s'épuise à trop vouloir bien faire et qui ne vaccine qu'une partie de son troupeau parce que la charge de travail à changer systématiquement une aiguille devient trop lourde à supporter. Les potentiels effets indésirables décrits par la firme pharmaceutique sont des réactions inflammatoires au point d'injection et une montée en température de l'animal. Ce sont les seuls effets indésirables. J'aime rappeler que ce sont des vaccins morts, des vaccins inactivés qui ne contiennent pas le pathogène. Donc, ces vaccins ne peuvent pas provoquer la maladie. Ça, c'est un élément important. Et il n'est évidemment possible de vacciner des femelles gestantes de par les raisons que je viens d'évoquer à l'instant. En ce qui concerne la durée d'immunité après vaccination et l'immunité colostrale, on sait qu'après vaccination vis-à-vis de la FCO sérotype 8, l'immunité est durable sur plus de 18 mois. Un rappel annuel est toutefois conseillé, mais on n'a aucune information à ce jour en ce qui concerne la FCO sérotype 3 et la MHE. Donc, ça demeure un point d'interrogation. En ce qui concerne l'immunité colostrale, nous ne disposons pas d'études à l'heure actuelle qui permettent de préciser quelle est la durée de couverture colostrale chez le veau ou l'agneau né de mère infectée ou vaccinée. On suppose que cette immunité colostrale devrait être d'une durée de 2 mois, 2 mois et demi, ce qui est approximativement le timing classiquement observé vis-à-vis d'autres pathogènes viraux. Mais j'insiste, ça reste une supposition. Les animaux qui ont déjà contracté la maladie doivent-ils être de nouveau vaccinés? Existe-t-il un risque pour eux? Il n'y a pas de risque à vacciner ces animaux. Je le disais, vaccin inactivé, vaccin mort. C'est même un bénéfice de les vacciner. Souvenez-vous l'étude évoquée il y a quelques instants, un animal sur 3 s'est reconverti. Un animal sur 3 produit des anticorps, alors qu'il a pu présenter les signes cliniques de la maladie. Donc, le vacciner est un élément important, essentiel. J'insiste également sur cet inconnu en ce qui concerne la durée de l'immunité après vaccination, qui me pousse à tenir le discours suivant. N'attendez pas la date de rappel annuel pour vacciner vos animaux. Je prends l'exemple d'un bovin qui aurait reçu une vaccination complète, par exemple vis-à-vis du sérotype 3, au mois d'octobre 2024. N'attendez pas octobre 2025 pour effectuer sa vaccination de rappel. Effectuez le rappel, anticipez-le avant la période d'activité des culicoïdes, donc avant le mois de juin. Profitez du fait que l'animal soit encore à l'étable, mais n'oubliez pas que la durée d'immunité n'est pas encore connue. Donc, jouez la carte de la sécurité, s'il vous plaît. La vaccination anticipée, le rappel anticipé lui permettra de profiter d'un effet booster sur son immunité. Est-il conseillé de vacciner d'autres espèces? Alors, les mouflons par les autorités sont considérés comme des ovins, mais je ne vous fais pas un dessin en ce qui concerne les facilités de capture de ces animaux. Des dérogations, bien entendu, peuvent être obtenues pour justifier de la non-vaccination de ces animaux. Caprins et camélidés, s'ils peuvent être infectés par le virus de Catarrhalovine, ne sont pas reconnus comme des espèces cibles, donc ne tombent pas sous le couvert de l'obligation vaccinale.
En ce qui concerne les aides financières, deux types d'aides sont accordées par les autorités. Et j'insiste sur le fait que c'est une aide forfaitaire qui ne couvre pas tous les frais liés à la vaccination. C'est un subside, un forfait, qui est octroyé à hauteur de 23,50 € par bovin complètement vacciné et de 7 € par ovin complètement vacciné. C'est une aide qui est destinée aux éleveurs, mais qui est payée aux vétérinaires, vétérinaires de contrat ou vétérinaires agréés désignés par le détenteur d'ovins. C'est le vétérinaire qui reçoit les subsides et qui les rétribue à l'éleveur concerné sous forme d'une réduction sur facture ou sous forme d'une note de crédit. En ce qui concerne les vétérinaires, un subside supplémentaire est octroyé en ce qui concerne la gestion administrative des troupeaux vaccinés. Il est de 75 € par troupeau bovin et de 50 € par troupeau ovin. Je glisse également l'information suivante. Les vaccinations qui ont été réalisées à partir du 1er juillet 2024 peuvent être reconnues par les autorités. Donc, n'hésitez pas à contrôler que les vaccinations 2024 ont bel et bien été encodées dans Sanitel. Elles peuvent être reconnues comme subsidiables, pouvant donc bénéficier d'une aide forfaitaire telle que décrite. En ce qui concerne la situation actuelle de la vaccination, les données que je vais vous présenter maintenant sur le secteur bovin et le secteur ovin pour les différentes valences vaccinales sont biaisées. Je l'assume et je l'explique. Ce sont tout d'abord des données qui ont été collectées depuis le 1er juillet 2024. Donc, il ne s'agit pas des seules doses appliquées depuis le début de l'obligation vaccinale 2025. De deux, le nombre de doses qui est ici présenté devant vos yeux est un élément qui souffre, si je puis dire, d'un délai d'encodage dans Sanitel. Autrement dit, elles ont été figées il y a quelques jours, elles datent de la semaine dernière. On compte un délai de 15 jours entre l'introduction d'une donnée dans un logiciel et la transmission et l'intégration de cette donnée dans Sanitel. Donc, il y a au jour d'aujourd'hui, 27 février, plus de doses que celles présentées à l'écran qui ont été enregistrées dans Sanitel. Et de trois, pour être tout à fait transparent, au démarrage de campagne, il y a eu, ça reste le domaine informatique, quelques bugs dans la transmission de données et quelques corrections d'encodage qui ont dû être effectuées et qui n'ont pas encore été intégrées au tableau que vous voyez apparaître devant vous. Dernier élément, et non des moindres, il faut le signaler également, c'est la problématique de disponibilité de certaines valences vaccinales auprès des grossistes répartiteurs belges en médicaments vétérinaires, qui fait qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination s'est lancée, je vais dire, de manière assez douce par rapport à ce qui était espéré, dans la mesure où bon nombre de commandes de vaccins n'ont pas encore pu être honorées ou n'ont pas encore été réalisées. Vous le voyez évidemment sur le tableau présenté en ce qui concerne le secteur bovin. C'est la vaccination vis-à-vis du BTV3 qui a été la plus opérée, un pourcentage de vaccination équivalent à 15% des animaux qui sont comptabilisés dans Sanitel comme devant bénéficier d'une primo-vaccination. On est dans un net recul vis-à-vis de BTV8 et MHE puisque c'est une obligation vaccinale nouvelle et que ces troupeaux n'étaient plus vaccinés vis-à-vis du BTV8 et n'étaient pas encore vaccinés niveau de la MHE et qu'on a un problème de disponibilité de ces vaccins jusqu'ici. En ce qui concerne le secteur ovin, vous voyez par contre que le pourcentage de vaccination est nettement plus élevé en ovin vis-à-vis du BTV3. Il y a eu, toute proportion gardée, une motivation à la vaccination des éleveurs ovins beaucoup plus importante en 2024, ce qui fait qu'on a déjà une couverture vaccinale plus importante pour ce secteur ovin. Vis-à-vis du BTV8, elle est nettement moindre. Bon nombre d'éleveurs ne vaccinaient plus depuis plusieurs années vis-à-vis du BTV8 d'une part et d'autre part, même problème de disponibilité auprès des grossistes vis-à-vis de cette valence vaccinale. Je terminerai tout doucement cette présentation en vous rappelant les différents points d'information concernant les pathologies évoquées ici, ainsi que les modalités de la campagne de vaccination,
avec tout d'abord le numéro de téléphone de l'ARSIA que vous connaissez, en sachant que sur le menu robotisé de l'ARSIA, l'option 8 vous permet d'accéder directement au menu fièvre, catarrhe ovine MHE dans le cadre de cette campagne de vaccination. Une adresse mail campagne 2025@arsia.be a également été créée pour répondre à vos questions. Et vous pouvez bien entendu accéder au site internet de l'ARSIA sur laquelle une page dédiée a été créée, ainsi qu'au niveau du portail fédéral du SPF, au niveau duquel une page également dédiée à la campagne de vaccination a été créée. Ces deux pages internet contiennent des foires aux questions extrêmement denses, extrêmement fournies pour répondre à la toute grande majorité des questions que peuvent se poser vétérinaires comme éleveurs, bovins et ovins par rapport au déroulement et aux modalités de réalisation de cette campagne de vaccination. J'en termine là. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Justement, il y a des questions dans l'icône questions-réponses. On va commencer par Frédéric Arnoux qui se demande si un animal peut être refusé à l'abattoir suite à l'administration de vaccins. Est-ce qu'il serait impropre à la consommation? Et alors peut-être faire aussi la distinction des animaux qui vont être amenés à l'abattoir avant le 1er juin. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des vaccins n'est pas liée au respect d'un temps d'attente. Donc, le temps d'attente est nul pour un animal vacciné. Donc, ça n'a aucun impact sur le processus d'abattage des animaux concernés par la vaccination. En ce qui concerne la question des animaux qui sont abattus avant le 1er juin, la date butoir pour réaliser la vaccination étant celle du 1er juin, tout animal abattu avant n'est pas nécessairement un animal qui doit être vacciné. Vous pouvez le faire, mais si vous ne le faites pas, vous êtes dans les clous, puisque cet animal aura quitté l'exploitation et sera passé par la case abattoir avant cette date butoir. Donc, pas de problème par rapport à ça. Ok, merci. Il y a Nathalie Ouéron qui dit quel est le seuil de vaccination à atteindre pour les populations bovines et ovines pour avoir une protection vaccinale efficace? Tu pourrais peut-être rappeler dans la primo-vaccination quels sont les schémas pour les différents types de vaccins Oui. et aussi les espèces en ovins et en bovins. Alors, en bovin, la primo-vaccination pour l'ensemble des valences vaccinales est une primo-vaccination à 2 doses. Donc, une première dose et une dose de rappel qui sont espacées en général de 3 à 4 semaines. Et on considère qu'un animal déploie une immunité complète, grosso modo 21 à 28 jours après ce protocole de primo-vaccination. Et donc, j'insiste sur la nécessité de pouvoir agir le plus rapidement possible pour être certain de disposer d'une bonne couverture immunitaire avant la période à risque, avant la période d'activité des culicoïdes. En ce qui concerne les ovins, les protocoles de vaccination, de primo-vaccination sont différents puisque les firmes prévoient une primo-vaccination à une dose pour la majorité des vaccins BTV3 et BTV8. Il existe un seul vaccin pour lequel, c'est le BlueVac, pour lequel la primo-vaccination chez l'ovin est une primo-vaccination à 2 doses. Pour les autres, c'est une primo-vaccination à une dose unique. Voilà, donc si je résume, on est à 6 doses au total par bovin C'est et ça, 2 doses par ovin. c'est ça, oui. Et Et on parle donc, bien ici de primo-vaccination. Des ouais. animaux qui auraient déjà été primo-vaccinés en 2024, eux, vont simplement bénéficier d'une dose de rappel. Et une dose de rappel est par définition une dose unique de vaccin. Ok, merci pour ces éléments. Il y a du coup la question du coût de chaque dose. On a vu Alors qu'il y avait une ça, indemnisation. évidemment, on peut parler de 2 choses, d'un coût grossiste-répartiteur et un coût de vente par le vétérinaire qui commande et qui administre ou fournit les doses. On est aujourd'hui sur un coût vaccinal qui va varier en fonction des valences de 4 à un peu plus de 6 euros unitaires. Par contre, ça, c'est un coût production et un coût grossiste-répartiteur. Ce n'est pas le coût de vente sur lequel une marge peut être appliquée. Et ça,
je me fais un peu porte-parole du SPF qui, dans le cadre des webinaires de lancement de campagne qui ont été organisés au mois de janvier, rappelait que dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale, il n'y a pas de possibilité de fixer des seuils tarifaires. Ce n'est pas du rôle et des possibilités du SPF. Donc, il y a une libre tarification des doses ensuite par les vétérinaires qui commandent et qui administrent ou fournissent ces doses. Ok, merci. Une nouvelle question de Maxime Albanès sur justement la disponibilité des vaccins. Le rythme de production des doses sont quand même connus par les fabricants. Alors, ils ne savent pas en fait apparemment donner des délais. Aurons-nous la moitié des doses pour fin mars et l'autre moitié dans les 3 semaines plus tard avant la mise à l'herbe? Donc, c'est plutôt Alors lié à la aujourd'hui, disponibilité. en ce qui concerne la disponibilité vaccinale, certains conditionnements en BTV3 sont disponibles auprès des grossistes répartiteurs. On annonce un réapprovisionnement en vaccins BTV8 et MHE pour le 15 mars au plus tard. C'est une donnée annoncée par les grossistes répartiteurs. En ce qui concerne le rythme de production des doses, dites-vous bien, et je pense qu'il faut être transparent par rapport à ça, qu'une ligne de production n'est pas lancée sans avoir la certitude de pouvoir écouler les doses. N'oubliez pas non plus que le caractère obligatoire de la vaccination a été révélé assez tardivement en 2024. On est arrivé en fin d'année 2024. Alors, ça avait un caractère rassurant pour les firmes pharmaceutiques, d'une part. Ce qui les a rassurés, d'autre part, c'était bien entendu ce subside qui était octroyé aux éleveurs pour la réalisation de cette campagne de vaccination. Mais on était d'une part tard sur l'année 2024 pour disposer de ces informations et d'autre part, les commandes ont tardé à arriver. Donc, les chaînes de production, de ce fait-là, ne se mettent pas très rapidement en route, pour le dire de manière un peu familière. Ce qui pose aujourd'hui problème en termes d'approvisionnement des grossistes, qui ont été jusqu'ici approvisionnés au compte-gouttes. Donc, je sais que certains éleveurs ont déjà pu recevoir des vaccins BTV3, BTV8 et MHE, mais ça s'est fait au compte-gouttes et ça n'est malheureusement pas le cas d'une toute grande majorité d'entre eux. Il y a également la question de qu'est-ce qu'il en sera l'année prochaine, puisqu'on voit que c'est une obligation vaccinale sur 2025. Est-ce qu'il y aura aussi des éventuelles subventions dans les années à venir? Au-delà. Oui, au-delà de Alors, 2025. Est-ce que tu as ça, déjà évidemment, une idée? c'est une inconnue dans la mesure où nous sommes au début de l'année 2025, au début d'une campagne de vaccination, avec encore un point d'interrogation sur une potentielle expansion territoriale de l'AFCO sérotype 8 et MHE. Donc, je pense que ce sont des éléments de réponse qui vont pouvoir être donnés et surtout s'affiner au fur et à mesure du déroulement de l'année 2025. C'est encore un peu tôt pour pouvoir répondre avec assurance à cette question, dans la mesure où il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ça et que rien ne nous dit que l'obligation vaccinale sera maintenue sur plusieurs années. Ce qui est sûr, c'est que ce type de pathologie émergente ne peut s'écraser qu'en faveur du maintien d'une immunité. Et on estime ce maintien d'immunité sur, en général, 2 ans et demi à 3 ans, soit par le biais d'une vaccination, soit par le biais d'une vaccination combinée, oui, à une réponse à une infection naturelle des troupeaux. Mais ça reste un élément d'inconnu à l'heure actuelle. Ouais. Il y a Thomas Cavillo qui demande comment est-ce qu'il peut vérifier l'encodage de ces animaux vaccinés en 2024. Alors, l'encodage peut être contrôlé dans Cerise, lors de l'ouverture du portail Cerise, sur la colonne de gauche, dans l'onglet Mes vaccinations, on peut retrouver le listing des vaccinations qui ont été encodées par le vétérinaire en 2024. Et si ce n'est pas le cas, il est encore possible de lui demander d'effectuer cet encodage, justement pour bénéficier d'une reconnaissance des doses administrées appliquées en 2024. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Alors, y a-t-il... Il y a peut-être une question par rapport à la conservation des vaccins, ceux qui sont notamment en contrat de guidance. Oui. Alors, la conservation des vaccins doit se faire absolument à température de frigo. Ça, c'est un élément important.
Je fais souvent des parallèles dans mes présentations avec ce qu'on connaît en espèces humaines parce que j'estime que bon nombre d'entre nous vont y trouver une résonance. La vaccination de jeunes enfants, vous allez chercher les vaccins à la pharmacie. Le premier conseil qui vous est donné, c'est de les tenir au frigo. Donc, c'est la même chose ici. On tient un vaccin en frigo. On ne le maintient pas en température ambiante et surtout, bien entendu, on ne le congèle pas. Deuxième élément, c'est la rapidité d'utilisation de la fiole une fois que l'opercule a été ouvert. Les fabricants insistent pour que l'utilisation soit faite dans les 10 heures qui suivent l'ouverture de l'opercule. Il est clair que la confrontation du milieu contenant le vaccin avec le milieu extérieur peut, je ne vais pas dire rendre celui-ci totalement inefficace, mais en tout cas compromettre sa bonne efficacité une fois celui-ci administré. Il y a encore une question de Nathalie Ouéron par rapport voilà, à une approche plus sur du long terme. Est-ce que ces maladies seront plus ou moins importantes, avec notamment, tu l'as cité, les changements climatiques? Devrons-nous sélectionner des animaux sur leur résistance, leur tolérance à ces maladies? Alors, c'est une bonne question parce que quand on voit une dia sur laquelle apparaît le chiffre de 27 sérotypes de FCO, alors ils ne circuleront jamais tous en Europe occidentale, ou en tout cas, on ne sera plus là, nos 76 participants, pour le voir, ça c'est clair. On est sur du bouleversement climatique et de l'adaptabilité des insectes sur le très très long terme, certainement. En tout cas, on le voit avec le 12, on le voit avec l'émergence du 3. Il y a des arrivées fréquentes ces dernières années. On peut mettre le virus de Schmallenberg aussi dans le lot de pathologies virales véhiculées par ce type de moucheron. Toutes les études et tous les experts s'accordent pour dire que c'est un phénomène qui ne fera que s'amplifier dans les prochaines années. Est-il possible de répondre par la production de vaccins multivalents combinant tous les sérotypes possibles imaginables? À court ou moyen terme, non, parce que économiquement, ce serait, ce serait difficile à tenir. Et puis, scientifiquement, ça ne se justifierait peut-être pas encore. Alors, il est clair que la tolérance, la résilience des animaux par rapport à ces pathologies est un élément sur lequel, évidemment, on peut discuter. Est-ce que finalement, ce n'est pas par ce biais-là que l'on pourrait atteindre à un moment un maintien de ces populations virales dans nos contrées avec un impact minimal sur nos troupeaux? Une chose est claire, c'est que à l'heure de l'émergence, euh, aucun troupeau n'a été épargné selon son type racial, selon son secteur d'activité. Des races qui ont pu être qualifiées de rustiques ont pu tantôt être tout à fait exemptes de symptômes, quand d'autres troupeaux ont été lourdement touchés, et vice-versa dans des races plus classiquement observées. Donc, ce qui montre aujourd'hui que vis-à-vis d'un pathogène neuf qu'un troupeau n'a jamais rencontré, le caractère rustique ne peut être envisagé, mais que sur le long terme, peut-être par le biais d'une vaccination, mais aussi par le biais d'une immunisation naturelle, eh bien, ces animaux maintiendraient une barrière de défense suffisante que pour faire face à ce type de pathologie. Mais en tout cas, quand il s'agit d'un phénomène d'émergence, de première confrontation, on l'a vu en 2024, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il y a justement une question de Pierre Nissens qui se pose, voilà, qui s'interroge sur la politique vaccinale des pays voisins vis-à-vis de la FCO et la MHE, et est-elle obligatoire? En tout cas pour la France, l'Allemagne et le Luxembourg, Eh auxquels on bien partage des non, frontières. ce n'est malheureusement pas un caractère obligatoire qui est observé de manière uniforme. La décision qu'a prise la Belgique n'est pas nécessairement suivie. C'est une souveraineté nationale qui parle là. Et donc, il n'y a pas d'harmonisation et d'uniformité dans cette prise de décision à l'échelon européen. Chaque pays est souverain et donc cette prise de décision revient à une unité fédérale. Je vais, dans 2 semaines, participer à l'Assemblée générale des groupements de défense sanitaire dans les Hauts-de-France, à la demande notamment du GDS Picardie, qui sont très, très intéressés de savoir ce qu'il en est de notre campagne de vaccination obligatoire, de ses modalités, etc. C'est un chemin qu'eux n'ont pas pris. Ce sont des décisions qui sont prises à l'échelon
fédérales chez nous, appuyées par des comités scientifiques, mais qui ne sont malheureusement ou pas, chacun libre de penser ce qu'il veut, suivis dans les pays limitrophes. Alors, est-ce que pour autant ça déforce une stratégie, en tout cas à hauteur de l'échelon national, à hauteur de notre Belgique, la décision qui a été prise est celle d'une barrière immunitaire d'ampleur. Je peux comprendre qu'en France, quand on voit la carte avec déjà une expansion massive de MHE, de FCO sérotype 8 et de FCO sérotype 3, on se positionne dans un angle différent parce qu'épidémiologiquement parlant, la répartition de ces virus est déjà très différente de ce qu'on observe chez nous. Nous qui n'avons connu jusqu'ici que de la FCO3 et qui attendons la FCO8 et la MHE. Et donc, nous qui avons besoin d'une couverture immunitaire pour protéger nos animaux. Donc là, les choses sont parfois toutes très différentes aussi, de par le contexte épidémiologique rencontré, la saison, l'année civile qui a précédé. Oui. Je ferai le lien avec une question par rapport au monitoring, justement, est-il toujours obligatoire pour la FCE et la MHE, et parce qu'on avait vu fin d'année que l'AFSCAN justement n'intervenait plus dans les analyses. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, l'AFSCA n'intervient plus dans le financement des analyses visant à démontrer l'impact de la fièvre catarrhale ovine en cas de tableau clinique suspect. C'est-à-dire qu'en cas de tableau clinique évocateur de fièvre catarrhale ovine, l'AFSCA ne paye pas pour une analyse qui va démontrer qu'en effet, ce tableau clinique est bel et bien lié à la FCO. Pourquoi? Parce que dans le contexte épidémiologique actuel, où on connaît toute l'ampleur de l'infection transplacentaire des vaches et des brebis pendant la gestation, de par la circulation importante d'FCO3 en 2024, eh bien, les autorités considèrent que, oui, bien entendu, c'est l'impact, ce sont les conséquences de cette infection transplacentaire et c'est de la FCO3 puisque c'est l'élément circulant de 2024 qui a causé problème, qui a causé cet impact durant la gestation. Par contre, à partir du 1er juin, la donne sera différente puisqu'on ouvre une période d'activité vectorielle nouvelle, celle de la saison 2025. Et donc, à ce moment-là, évidemment, les financements de ces analyses visant à faire la part des choses entre ces différentes entités virales, dont, je le répète, le tableau clinique est extrêmement similaire, eh bien là, ces analyses bénéficieront de nouveau d'un financement des autorités. Ok, je pense qu'on va tout doucement terminer pour respecter le timing. Merci beaucoup en tout cas pour les éléments de réponse. Je vais peut-être juste compléter d'un point de vue d'ordre administratif. Donc, je pense que certains éleveurs ont encore observé en fait des pertes cette année de début 2025, et donc on pourrait se poser la question par rapport à l'impact sur le soutien couplé. Et donc, l'information que je peux vous donner à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours entre le cabinet, l'administration et les syndicats pour justement tenir compte, mais on n'a pas encore les modalités pratiques de la prise en compte dans le soutien couplé de ces pertes en 2025. Et donc, on donnera une information, en tout cas, une communication sera établie au niveau des éleveurs. Donc ça, c'est un point de vue administratif. Et donc, on va tous, enfin, je ne sais pas si aussi certains collègues avaient encore d'autres questions. On va, en tout cas, avant de clôturer, je vous informe donc que le prochain agri-webinaire, c'est dans 15 jours. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 13 mars sur les modifications du plan stratégique wallon, en tout cas les principales modifications. Donc, on vous présentera lors de ce prochain webinaire. En tout cas, on remercie encore chaleureusement François pour son partage d'expertise sur ce sujet. Et donc, comme il vous l'a mis, vous pouvez directement contacter le contact de l'ARSIA pour d'autres questions qui viendraient. Voilà, merci à tous. Bon après-midi, merci. Bon après-midi. Bon après-midi, merci. Un lien sera mis à votre disposition pour revoir l'enregistrement pour celui qui le souhaite.